À 69 ans, dans une pièce éclairée par une seule lampe posée au bord d'un piano ancien, Mélanie Laurent a murmuré une phrase que personne n'attendait d'elle. Une phrase froide, presque fragile, qui semblait flotter dans l'air comme une poussière d'or fatiguée. Je porte encore 5 noms, 5 visages qui m'ont marqué à vie. Il y avait dans sa voix ce tremblement discret qu'on entend seulement chez ceux qui ont trop vécu, trop aimé, trop perdu. Les murs autour d'elle, peints d'un jaune passé, semblaient absorber chaque syllabe, comme s'ils connaissaient déjà la suite. Le temps paraissait suspendu, figé entre l'ombre et la lumière, entre la gloire qu'il a portée autrefois et les silences qui l'ont sculpté peu à peu. Mélanie n'a jamais été une femme bruyante. Même au sommet, même lorsque les caméras poursuivaient chacun de ses pas, elle avançait avec cette retenue presque douloureuse, comme si elle avait toujours porté une mémoire trop lourdaccio pecho. Ce soir-là, cependant, elle a laissé tomber les dernières protections. Il n'y avait plus d'image à sauver, plus de rôle à jouer, seulement la vérité nue, dénuée de toute mise en scène. Elle a levé les yeux, et dans ce regard voilé, il y avait quelque chose de brisé, mais aussi quelque chose de lumineux. Un éclat ancien, une confession tardive, un appel silencieux. Car derrière cette phrase se cachent 5 histoires, 5 blessures, 5 présences impossibles à effacer. Mais qui sont-ils vraiment? Et pourquoi ces noms la hantent-ils encore aujourd'hui? Pour comprendre les 5 noms qui ont marqué Mélanie Laurent à vie, il faut revenir bien avant la lumière, bien avant les tapis rouges et les silences lourds des salles de projection. Il faut revenir à Paris, un matin d'automne en 1983, quand une enfant aux yeux immenses observait la ville comme si chaque pierre pouvait lui révéler une vérité cachée. Elle grandissait dans un appartement modeste du 10e arrondissement, bercée par la voix douce de sa mère, ballerine épuisée par des années de scène et par les silences d'un père qui oscillait entre admiration et distance. Leur maison n'était jamais vraiment calme, mais jamais vraiment bruyante non plus. Un entre-deux étrange, comme suspendu entre l'amour et l'absence. Mélanie apprit très tôt à lire dans les regards, à déchiffrer les nuances, à sentir les orages avant qu'ils n'éclatent. Certains soirs, son père rentrait tard, laissant derrière lui une odeur de pluie et d'inquiétude. D'autres fois, il disparaissait sans prévenir, comme happé par un monde qu'il n'arrivait pas à quitter complètement. C'est là, au milieu des ombres mouvantes de son enfance, que Mélanie comprit pour la première fois ce que signifiait manquer de confiance. Non pas par un événement brutal, mais par une succession de petites fissures silencieuses. Elle se souvenait d'une nuit en particulier. Un courant d'air glacial traversa l'appartement lorsque la porte claqua derrière son père. Elle resta immobile, serrant contre elle un livre qu'elle n'avait pas encore appris à lire. Dans ce geste, il y avait déjà la promesse d'une solitude qu'elle ne quitterait jamais vraiment. Sa mère, quant à elle, tentait de tenir le monde d'une seule main, mais une main tremblante, fatiguée, trop tendre. Elle voulait protéger Mélanie, mais portait encore ses propres blessures de jeunesse. Une carrière interrompue trop tôt, des rêves qui s'effritaient, des regrets qui filtraient parfois dans sa voix lorsqu'elle répétait en silence dans le salon. C'est dans ce climat à la fois tendre et fragile que Mélanie forgea son rapport étrange aux autres, une capacité à aimer profondément, mais une peur viscérale d'être trahie. Une enfant qui observait tout, retenait tout, ressentait trop. Une enfant qui apprit très jeune que les gens qu'on aime le plus sont parfois ceux qui laissent les cicatrices les plus durables. Et c'est ici, dans ces premières brèches, que naquit la racine des 5 noms qui hanteront sa vie entière. Les années passèrent, et de cette enfance faite de silence et de fragilité, naquit une jeune femme déterminée, presque brûlante dans sa volonté de prouver qu'elle pouvait exister autrement que dans l'ombre vacillante de sa famille. À 20 ans, Mélanie Laurent foulait déjà les couloirs étroits de petits théâtres parisiens, cherchant une place, un souffle, une scène où déposer ce qu'elle portait en elle depuis toujours. Une intensité à la fois douce et dévorante. Elle ne cherchait pas la gloire, elle cherchait une forme de vérité. Et peut-être, quelque part, un endroit où ses blessures cesseraient de faire écho. Pourtant, le destin avait d'autres plans pour elle. Lors d'une audition sans importance apparente, son regard capta celui d'un metteur en scène renommé. Un regard long, insistant, celui d'un homme qui reconnaît immédiatement une âme prête à brûler.
Ce jour-là, tout changea. Les rôles commencèrent à affluer. Des rôles exigeants, nerveux, des rôles qui demandaient tout. Sur les plateaux, Mélanie se transformait. Elle devenait ce qu'on lui demandait, mais elle y mettait toujours un peu de sa vérité intime, de ses non-dits, de ses cicatrices anciennes. Très vite, le public sentit en elle quelque chose de rare, une vulnérabilité assumée, presque dangereuse. Une lumière qui vacillait, mais ne s'éteignait jamais. Le succès fut soudain, presque violent. Les interviews s'enchaînèrent, les invitations aussi. Les premières mondiales, les tournages à l'étranger, les nuits trop courtes. Sous les flashs, elle souriait. Mais ce sourire avait déjà cette nuance étrange, comme s'il appartenait à quelqu'un d'autre. Elle se tenait droite, élégante, mais son regard fuyait parfois vers un coin de la pièce où personne ne se trouvait. Comme si elle cherchait encore une sortie. Plus sa carrière montait, plus l'entourage changeait. Des amis disparaissaient, d'autres apparaissaient, trop vite, trop proches, trop intéressés. Mélanie savait lire les intentions, mais sa capacité à aimer, héritée de sa mère, la poussait souvent à accorder des secondes chances. C'est ainsi qu'elle connut sa première vraie trahison professionnelle. Un projet arraché dans son dos, une confiance brisée par une personne qu'elle croyait sincère. Ce fut un choc discret mais profond, une ligne invisible qui se brisa en elle. Et pourtant, la lumière continuait de l'appeler. Elle devint réalisatrice puis scénariste. Elle collabora avec des noms prestigieux, franchit des frontières artistiques que peu de femmes osaient alors affronter. Mais plus elle montait, plus la solitude se resserrait autour d'elle, comme un manteau trop lourd. Il y avait des soirs où elle rentrait dans son appartement silencieux, retirant ses chaussures avec lenteur, comme pour retarder l'instant où elle se retrouverait seule face à elle-même. Elle posait la main sur une vieille table en bois, héritée de sa mère, et laissait échapper un souffle long, presque un aveu. Les caméras la réclamaient, mais personne ne voyait la fatigue dans ses épaules. Car derrière l'ascension brillante de Mélanie Laurent, se dessinait déjà l'ombre des ruptures à venir. Une ombre qui grandissait, prête à engloutir une partie d'elle. Et bientôt, cette ombre allait prendre un nom. Puis 2, puis 3, 5 au total. 5 noms qu'elle ne pourrait jamais oublier. L'ombre qui planait autour d'elle depuis des années finit par se matérialiser un soir d'hiver, alors qu'elle sortait d'une avant-première triomphante. Les applaudissements résonnaient encore dans ses oreilles, mais la joie, elle, s'était déjà dissipée. Il suffit parfois d'un seul geste, d'une seule phrase, pour que tout ce qui semblait solide se fissure. Pour Mélanie, ce fut un message. Un simple message déposé sur son téléphone, une phrase courte, sèche, presque administrative. Une personne en qui elle avait placé confiance rompait un engagement majeur, un projet qu'elle avait porté pendant 2 ans, laissé tomber sans explication. Ce soir-là, Mélanie comprit que la trahison n'est pas toujours bruyante. Elle peut être propre, nette, sans éclat, comme une lame froide qu'on retire sans laisser de traces visibles. Elle resta longtemps immobile dans sa loge, observant son reflet dans le miroir entouré d'ampoules. Avant, ce miroir lui renvoyait une femme forte, conquérante, capable de tout. Ce soir-là, il lui renvoyait une silhouette fatiguée, les épaules affaissées, les yeux trop humides. Ce n'était pourtant qu'un début. Dans les mois qui suivirent, d'autres brèches s'ouvrirent. Un ami de longue date qui prit ses confidences pour des armes. Une relation amoureuse où les promesses s'effritèrent comme du papier trop vieux. Une collaboration artistique qui devint un terrain de méfiance. À chaque fois, Mélanie tentait de comprendre, d'excuser, de réparer. Mais la répétition finit par user même les âmes les plus patientes. Il y eut un soir particulièrement sombre où elle referma la porte de son appartement avec une lenteur presque cérémonielle. Elle laissa tomber son sac au sol, ôta ses boucles d'oreilles une à une, les posa sur la table de la cuisine et resta debout, incapable d'allumer la lumière. Le silence était trop épais, trop chargé. C'est ce soir-là qu'elle prononça les mots qui deviendront plus tard une confession. Je ne sais plus qui je peux croire. À partir de cet instant, quelque chose se referma en elle. Pas entièrement, pas brutalement, mais comme une fenêtre qu'on entrebâille de moins en moins. Mélanie continua de travailler, de sourire, d'avancer, mais son cœur, lui, se fit plus prudent, plus froid parfois. Ses journaux intimes, qu'elle remplissait chaque nuit, commencèrent à mentionner ses noms.
pas avec colère, pas avec haine, mais avec un mélange de tristesse, de lucidité et d'une forme de renoncement. Car elle le savait désormais. Les 5 visages qui l'ont marqué à vie étaient déjà là, en filigrane, attendant d'être nommés. Et bientôt, elle n'aurait plus la force de les taire. 5 noms, 5 blessures, 5 visages que Mélanie Laurent n'a jamais pu effacer, même lorsque la lumière était trop forte, même lorsque la gloire semblait recouvrir tout le reste. Pendant des années, elle a tenté de ne plus y penser, de laisser le temps agir comme un anesthésiant naturel. Mais le temps n'efface rien, il l'ensevelit. Et un jour, tout remonte. Cette confession, elle l'a faite sans rage, sans larmes, seulement avec cette lucidité calme et désarmante qu'ont ceux qui ont cessé de fuir. Le premier, la blessure douce. Le premier nom qu'elle murmure est celui d'un homme qu'elle a aimé trop tôt et trop fort. À 23 ans, Mélanie croyait encore que l'amour pouvait guérir les manques, remplir les vides, réparer les failles anciennes. Il était tendre, brillant, fragile, mais aussi imprévisible. Il se voyait dans des cafés minuscules, écrivait des rêves sur des serviettes en papier, imaginait un futur qui ressemblait à un film trop beau pour être vrai. Puis, sans avertissement, il disparut. 3 jours, puis 6, puis 2 semaines, sans un mot, sans un signe. Quand il revint, ce fut avec une excuse maladroite, trop petite pour la blessure qu'il laissait. Ce jour-là, Mélanie comprit que certaines absences valent toutes les trahisons. Elle ne lui en veut plus vraiment, mais elle ne l'a jamais pardonné. Il fut la première fissure, celle qui lui apprit la fragilité des promesses murmurées dans la lumière tamisée d'un soir d'été. Le deuxième, la trahison inattendue. Le deuxième nom appartient à un ami. Un ami réel, solide en apparence, quelqu'un qu'elle considérait comme un frère. Ils avaient tout partagé, les débuts, les galères, les espoirs naïfs. Elle croyait qu'entre eux, rien ne pourrait se défaire. Mais lorsque sa carrière monta en flèche, ce lien se transforma. Jalousement au début, puis malveillance, puis exploitation. Ce fut lors d'un dîner professionnel que la vérité éclata. Il avait utilisé des confidences intimes pour se rapprocher d'un producteur influent, transformant leurs secrets partagés en monnaie d'échange. Mélanie resta figée, incapable de répondre. Elle sentit en elle un froid précis, coupant, presque scientifique. La confiance, cette matière fragile qu'elle offrait rarement, venait d'être déchirée. Ce deuxième nom, elle ne le prononce qu'à peine, comme si le dire trop fort pourrait raviver la blessure. La troisième, la blessure profonde. La troisième personne n'est pas une figure de passage, c'est quelqu'un de son sang, une présence indélogeable, un lien impossible à couper sans se faire mal soi-même. Il s'agit d'un membre de sa famille qui, durant des années, a minimisé ses efforts, ridiculisé ses ambitions et surtout utilisé sa réussite pour alimenter des conflits anciens. Chaque conversation finissait en reproche, chaque rencontre en tension. Lorsque Mélanie obtenait un rôle important, cette personne y voyait une provocation. Lorsque Mélanie essayait de tendre la main, cela devenait une nouvelle occasion de l'humilier. Le jour où elle décida de prendre ses distances, ce fut comme arracher une branche de l'arbre qu'il avait vu grandir. Une part d'elle s'effondra. Cette blessure, plus que les autres, a laissé une trace vive, presque brûlante. C'est la seule, peut-être, qu'elle regrette encore parfois. Mais même avec le regret, le pardon reste impossible. Le quatrième, la blessure publique. Le quatrième visage est celui qu'elle évoque avec le plus de silence. Une organisation, un groupe, une institution qui la porta au nu avant de la laisser tomber d'un seul coup. Un scandale médiatique injuste, une rumeur enfle, un malentendu transformé en attaque personnelle. Pendant plusieurs mois, elle devint une cible, un point de fixation, un nom qu'on jugeait sans s'informer. Elle apprit alors que la violence la plus dure n'est pas celle qu'on reçoit dans l'intimité, mais celle qui se déverse en plein jour, sous les yeux de tous. Les critiques la dépeignaient comme froide, arrogante, instable. Elle qui n'avait jamais cessé de travailler, de donner, de se dépasser. Cette période la transforma profondément. Elle cessa de croire que le public connaissait vraiment ceux qui l'applaudissaient. Ce quatrième nom n'est pas une personne, c'est un système. Et on ne pardonne pas à un système. Le cinquième, la confrontation ultime, et puis il y a le dernier nom, le plus lourd, le plus secret,
celui qu'elle a mis le plus de temps à accepter. Lorsqu'on lui a demandé qui était ce cinquième visage, elle a baissé les yeux, comme si la honte elle-même cherchait à se cacher. Puis, elle a murmuré « C'est moi ». C'est à elle-même qu'elle en veut le plus, à sa naïveté, à sa tendance à aimer trop fort, à son incapacité à se protéger, à toutes les fois où elle a vu les signes, mais n'a rien fait, à chaque silence accepté, chaque excuse inventée, chaque seconde chance qui n'aurait jamais dû être donnée. Elle sait qu'elle ne peut pas revenir en arrière. Elle sait aussi que le pardon envers soi-même est le plus long des chemins. C'est peut-être pour cela que ce cinquième non reste encore aujourd'hui le plus douloureux. Lorsque Mélanie Laurent referme enfin le livre invisible de ses 5 noms, quelque chose dans son regard semble se déposer, comme une poussière ancienne qui accepte enfin de retomber au sol. Elle est assise près d'une fenêtre étroite, la lumière jaune du soir glissant sur ses mains posées l'une sur l'autre. Le monde autour d'elle paraît calme, presque suspendu, comme si la confession qu'elle venait de livrer avait laissé un silence trop vaste pour être immédiatement comblé. Elle dit qu'elle n'a jamais cherché la vengeance, ni même la réparation. Elle voulait seulement comprendre. Comprendre pourquoi certaines blessures s'accrochent à la peau, pourquoi certains visages s'impriment dans la mémoire comme des ombres impossibles à dissoudre. Pendant longtemps, elle a cru que le courage consistait à tout oublier, à tout dépasser. Aujourd'hui, elle sait que le courage, parfois, c'est simplement d'accepter qu'on ne guérira pas entièrement. Elle se lève, marche lentement vers une vieille table en bois, celle héritée de sa mère, celle où elle écrivait enfant des mots maladroits qu'elle ne comprenait pas encore. Elle effleure la surface du bout des doigts, comme si elle cherchait à retrouver la trace de ce qu'elle a été. Dans ce geste simple, il y a toute son histoire, la fragilité, la force, les chutes, les renaissances silencieuses. Puis elle souffle, un souffle long, presque imperceptible, un souffle qui ressemble à un pardon qu'on ne prononce qu'à moitié. Et elle pose la question que personne n'ose jamais poser à voix haute. Peut-on vraiment vivre en portant 5 cicatrices qui ne guérissent jamais? Ou faut-il accepter que certaines douleurs demeurent, simplement pour nous rappeler que nous avons aimé, parfois trop, parfois mal, mais toujours sincèrement? Lorsque sa voix s'éteint, il reste un vide étrange dans la pièce. Un vide qui ne fait pas mal. Un vide qui libère, comme un dernier battement avant le silence.